personnes en moins d'un mois et qu'ils se sont dit il faut quand même venir, sinon on va se faire exploser. C'est ça, je pense que c'est ça. Mieux vaut tard que jamais. Bienvenue donc à tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ce sympathique conflit A, que certains d'entre vous découvrent pour la première fois. Donc, vous m'avez compris, on reprendra le même calcul des séquences, on rajoutera 4 nouvelles règles, bien sûr, tiendront compte de la spécificité. Hein. On a des quantificateurs, et donc, plutôt donc tout court, donc il va falloir, dès la morphologie, introduire bien sûr ces quantificateurs, mais les règles qui vont avec. Et les règles qui vont avec, ça va être un tout petit peu pénible, mais à peine aujourd'hui, ça fait pas mal. C'est le jeu des occurrences de variables, les variables libres, les variables liées. Ça se fait sans trop de mal, on fera aujourd'hui. Bon, c'est le prix du passage de l'ordre 0 à l'ordre 1. On est d'accord? Ok, je vais donner des exemples tout de suite. Donc ça va être. Et là, en fait, finalement, ce ne sera pas si terrible, ça. Une fois qu'on aura compris ce jeu-là, ce ne sera pas si terrible de passer des séquences d'ordre 0 aux séquences d'ordre 1. C'est plutôt la sémantique qui pourra vous dérouter un petit peu dans ce chapitre-ci. Parce qu'effectivement, le champ sémantique, comme on va le voir soit à la fin de la matinée si j'ai le temps, soit la prochaine fois, la semaine prochaine, là on prend l'air du large. Alors là tout de suite on passe de 2 puissance à une possibilité, vous vous rappelez, vrai à faux, hein, vous vous rappelez de tout ça, la minorité, etc. Là on passe d'un monde petit, douillet, presque trivial, à effectivement un nombre de possibilités de sémantisation hein, de nos objets que sont les formules du premier ordre, littéralement infinies et surprenantes. Et surprenant, c'est à ça d'ailleurs qu'on devra des parties des résultats de l'élève, c'est qu'il y a des choses qui sont dans cette sémantisation possible qu'on n'attendrait pas, hein, qui vont au-delà de ce à quoi on peut s'attendre. Et effectivement, c'est l'air du large. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Et la sémantisation est beaucoup plus vaste, large et inattendue que prévu. On commence par la morphologie, c'est-à-dire se donner des règles pour construire les formules d'ordre 1. Ah, il n'y avait pas de chiffre. Ça nous manquait. Ça nous manquait. Je viens de le résumer. Plus de sens comme c'est des techniques brevetées. Il faut faire la bonne incantation et ça s'en va. On est parti? Alors au passage là pour tous les petits nouveaux, vous avez compris tout ce qu'on a fait jusque-là, il n'y a pas de questions sur l'ordre 0. Donc on attaque la morphologie. Et je vous précise tout de suite ce à quoi il faut s'attendre. Le monde était simple, à l'ordre 0, c'était A implique B ou C. On est bien d'accord? On a les connecteurs, le P et le OU. On a le système de parenthèse qui n'est là que pour ôter toute ambiguïté, hein. C'est-à-dire que l'arbre de syntaxe abstraite, le voilà. L'implication est là, ici, le OU, le B. Ça va? Vous voyez que le système de parenthèse, il n'est pas vraiment structurel. Il dépend juste du passage entre la syntaxe concrète, qui est ambiguë, et la syntaxe abstraite, qui ne l'est pas, et qui ne nécessite pas ce système de parenthèse. Bon, le monde est simple, on est d'accord? Deux possibilités pour tout à l'heure la sémantique. Au niveau de la morphologie, qu'est-ce qu'il y a? Essentiellement des variables booléennes, des objets variables. Booléennes, c'est leur destin sémantique, hein, de valoir vrai ou faux. Et puis ici, des connecteurs, le ou, le et,
l'implique, la négation qui est binaire, possiblement l'équivalence, d'autres aussi, si on veut rajouter des connecteurs plus exotiques, mais ça ne change pas grand-chose le IGNet par exemple. Ça ne change rien au fait que la morphologie est très simple. Ici, c'est pas pareil. Ici, on va procéder en 3 temps. On va construire le terme du premier ordre, construire ensuite les formules propositionnelles, pardon, de l'ordre du premier ordre, du premier ordre, du prédicat atomique, et construire ensuite les formules. Donc pourquoi je mets du premier ordre? Parce que à chaque fois, dans chaque chapitre, formule, c'est dans le vocabulaire, dans le langage logique, qui est le nôtre ici. Le langage, le vocabulaire est celui du premier ordre. Donc la nouveauté, c'est qu'on ne peut pas faire tout d'un coup. Avant, on disait, voilà, on a les variables, et hop, on a directement les, par induction, évidemment, les formules. Ici, non. Pourquoi? Voilà, pourquoi? C'est que les formules sont plus compliquées. Je veux dire, s'il existe un Y tel que f de x, f de y, implique f de y. Bon, ce truc est sympathique, c'est un bon représentant moyen de ce qu'est une formule d'ordre 1. On voit apparaître les variables. OK. Mais à ces variables, vous voyez, correspondent d'une manière non dissimulée des quantificateurs. Ensuite, il y a le problème de cet objet-ci, c'est quoi son statut, et le problème de cet objet-là, c'est quoi son statut, morphologiquement parlant, c'est-à-dire quelle catégorie ressortie et quel est son sens. Son sens à venir, puisque je suis d'accord, on ne sémantise rien, mais quand même, des indices comme ça, que ce machin-là, ça va être quand même interprété bientôt comme une implication. Et ce machin-là, ça aura à voir avec l'étendue de la quantification. Un peu, beaucoup passionnément ou à la folie. On est d'accord? On est d'accord. C'est quoi ça et ça? Ce sont des symboles qui vont être sémantisés et auxquels on va donner le sens d'une fonction. Et ça, d'une relation. Donc ça, ce sont nos futures fonctions. Pour l'instant, c'est un symbole de fonction. Et ça, c'est un symbole de relation. Alors, pourquoi je mets symbole? Parce que c'est seulement dans la sémantisation. Vous vous rappelez, on a fait la même chose à l'ordre 0. C'est seulement dans la sémantisation que je disais que ça, en fait, ça se comportait comme un couple. Et ça, comme un implique. Dans la morphologie, je disais juste, c'est un symbole particulier qui permet de construire des arbres binaires. Voilà. Okay. La négation, c'est un symbole particulier qui permet de construire des arbres lunaires. N'empêche, on comprend bien que ce qui nous attendait ici, c'était bien effectivement le jeu logique habituel. Là, c'est pareil, ça va être le jeu habituel de quantification. On aura un domaine. C'est ça qui nous attend dans la sémantique, un domaine, fini ou infini. On appelle ça structure, on appelle ça interprétation, on appelle ça réalisation du langage logique ici qui est sous-jacent, qui est donné implicitement finalement, à travers ces choses-là, et même aussi les variables. X, Y sont des variables, c'est écrit nulle part, mais ça sera explicité s'il le faut, on s'en doute à cause de ça. De par sa position, ça peut être qu'un symbole de fonction, et de par sa position, ça peut être qu'un symbole de relation. Un langage logique du premier ordre va consister en des connecteurs habituels, les quantificateurs
qui existent pour tout, que tout le monde attend, un ensemble de variables qui vont être les x, les y, etc. Et puis des symboles de fonction, des symboles de relation, qui seront plus tard sémantisés comme derrière un symbole de fonction, on met une vraie fonction, derrière un symbole de relation, on met une vraie relation. Sur quoi? Quand on sémantisera, sur le domaine, l'espace de tous les possibles, qui est décrit par ces variables. X, Y sont des notations qui peuvent décrire les objets d'un domaine précis. Alors, le domaine, ça peut être les chaînes de caractères, ça peut être les entiers naturels, ça peut être les réels, ça peut être les matrices 3-3, ça peut être les étudiants dans la classe, d'accord? Ça peut être un nombre fini de possibilités A, B, C, D, E, F, G, H, comme les sommets d'un graphe finalement. Tout ça est possible, aussi bien les modèles, les interprétations finies que infinies, aussi bien donc parler de matrices que de booléens, de réels, de couple de réels, de tout ce que vous voulez. Ce champ de la sémantisation et des interprétations, des structures qui vont réaliser ce langage est littéralement infini. C'est pour ça qu'il y a malheureusement une certaine lourdeur, même au niveau de la morphologie. Donc ici, il faut comprendre que dira cette formule. Pour tout élément du domaine, il en existe un autre, tel que quand j'ai la relation P qui existe entre le X et ce que l'image, finalement, de Y par F, alors j'ai la même relation. Comment? En sens inverse, c'est-à-dire la symétrie de cette relation P. Mais pas entre les X et les Y, il y a une espèce de symétrie un peu biaisée, puisque c'est pas entre X et Y, il y a la lieu, mais c'est entre X et F de Y. Ouais. C'est comme ça. Vous imaginez que cette formule au premier ordre, elle sera quoi? Elle sera satisfiable? Non, jamais satisfiable. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'elle sera toujours satisfaite? Ça sera oui, universellement valide, équivalent des tautologies, on appellera ça universellement valide. Ou jamais, ou des fois, qu'est-ce que vous en pensez? On va être normand, on va dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Effectivement, on trouvera des structures, des interprétations des cas de sémantisation, vous comprenez, que ça sera réalisé, que ça sera vrai, et d'autres cas où ça sera faux. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours vrai. Il n'y a pas de raison non plus qu'on n'arrive pas à se débrouiller à ce qu'on fasse la bonne structure pour que ça marche. Ça va? Donc, typiquement, on aura une de ces formules là qui sera, voilà, ici c'est celles qui sont. On va faire ça comme ça, mais en fait, j'exagère. Voilà, celles qui sont ici universellement valides, celles qui ne le sont jamais, leur négation finalement, et puis tout le no man's land entre les deux, qui représente la grande majorité, si je puis dire, mais c'est rigolo, tout ça, ça me fait rigoler, parce que tout est dénombrable, donc en termes de, vous voyez, sur tous ces puissants, c'est comme ça. Il y en a toujours autant les uns que les autres, il y a toujours un nombre infini dénombrable. Mais quand même, intuitivement, c'est entre guillemets le plus fréquent de se trouver là, ni toujours vrai, ni toujours faux, quelque part entre les deux. Ce sera le destin de cette formule. Donc, elle ne sera pas prouvable, bien sûr, parce que quand on introduira plus tard un système de preuve, on sera en mesure de prouver que celles qui sont, vous imaginez, toujours vraies, les anciennes tautologies, les formules qu'on appellera maintenant universellement valides. Dans toutes les interprétations, dans toutes les structures, dans toutes les réalisations, je mets n'importe quoi derrière les symboles et ça marche toujours. Alors ça va être trop pour elle, on va y arriver, on va tenir le champ. Il y arrivera des fois, on sera satisfiable, mais ne sera pas universellement. On est parti des termes de premier ordre, les formules atomiques et les formules tout. Ça va? Compris à peu près? Donc ici, typiquement, les termes de premier ordre, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là. C'est tout ce qu'on voit dans, vous voyez, la relation. C'est les objets qui sont mis en relation. Et les objets, c'est les objets du domaine, c'est les x, les y, les z, etc. Ce pourraient être des constantes, si j'aurais des constantes sûrement dans mon langage logique, qui sont que des fonctions d'ordre 0, d'arité 0. Mais c'est aussi, avec ces constructions-là, de symboles de fonction, vous imaginez, pour générer plein, il y aura f de y, f de f de y, f de f de x, etc. Et puis, je vais m'amuser à en construire un certain nombre de ces objets sur un terme du premier rang.
Ils apparaîtront l'an prochain au cours de lambda calcul et de programmation fonctionnelle, mais dans une partie qui n'a rien à voir avec cette chose sur l'algèbre universelle, qui est partagée par cette logique du premier ordre. Ces termes du premier ordre, c'est là leur place, en amont du discours logique, en amont du vrai faux. Et là, on les utilise pour farcir, on va partir, les symboles de relation. Le P, il y a une relation sur ces deux objets-là. Voilà, entre deux termes du premier ordre, il y a une relation. Entre les deux étudiants, etc. Entre tel étudiant et le père de l'étudiant. Le père de l'étudiant, c'est la fonction. C'est la fonction, c'est la fonction, par exemple. Il y a une relation pour elle est vraie et pas vraie. C'est ça que nous asserte sur ce fragment-là, cette sous-formule-là. Et puis, voilà, la formule atomique, vous comprenez, c'est la brique de base qui correspond à quoi? C'est quoi l'ordre 0, la formule atomique? Tout le monde dort, tout le monde est idiot au choix. Possibilité, les deux ne sont pas incompatibles. Il faut cocher les deux cases. Je suis idiot, je pense, c'est possible. Bon, évidemment, ça donne pas la meilleure note le jour de l'examen, c'est vrai. Ça mérite de la probité intellectuelle. Alors les enfants, c'était quoi les formules atomiques à l'ordre 0? Hop. Dernière chance les enfants. C'est pas vrai faux. Non. C'est pas loin, mais c'est pas vrai faux. C'est cette boîte-là. Les enfants se réveillent. Cette boîte correspond à cette boîte. Pas comment? Cette boîte implique cette boîte. Pas comment? Voilà. Vous comprenez? Donc ici les boîtes, c'est soit des formules atomiques, elles sont au même niveau, alors que là on voit bien que ici on a franchi un seuil, vous comprenez? On est passé de termes du premier ordre, qui était lui, ou le père de l'autre, qui n'ont rien à voir avec la vérité. On est d'accord? Si j'interprétais ça sur les entiers ou les matrices, ça c'est un certain entier, et ça c'est un autre entier, ça c'est le successeur de l'autre entier, vous comprenez? Donc la vérité, elle fait défaut, on est en amont de la vérité, on est avant, ça va? Quand je prends une relation entre deux objets, ça y est, je sémantise au sens de vériconditionnalité, du vrai-faux, j'introduis du vrai ou du faux, je suis exactement à ce niveau-là, puisqu'à ce niveau-là, c'est là aussi où le jeton A devient vrai ou faux, on est d'accord? J'introduis de la sémantique de vérité vériconditionnelle, c'est-à-dire vrai ou faux. Donc cette boîte-ci, c'est celle-là. Les formules atomiques correspondent au niveau des variables booléennes pour l'ordre 0. On est bon? Et ensuite, une fois qu'on a cette petite brique, on mouline. De la même manière qu'à partir de cette petite brique, on construit tout ça. À partir de cette petite brique, on peut construire quoi? Tout ça. Ça va? Deux briques de base correspondaient au A et au B. Ça va? Et maintenant, je lance ce jeu-là. Je peux m'autoriser tous les connecteurs. Je peux m'autoriser tous les quantificateurs. Typiquement. Voilà comment on pourrait le représenter. Une des représentations possibles, sous forme arborescente de cette sympathique formule d'ordre 1, c'est le existant. Si je m'arrête là, vous avez compris, hein? Si je m'arrête là, je ne vais pas en évidence la structure des formules atomiques. Je pourrais continuer le jeu, je pourrais continuer, vous imaginez. Là, et puis d'office, etc., et puis on continue. Je préfère ici, vous voyez, faire ressortir la structure logique, vériconditionnalité, puisque je fais l'assignation de ces boîtes des valeurs de faux, et l'ensemble sera de faux. Ça va? Un mot, une interprétation, une structure, une réalisation de tout ça possible de cette forme. Ça va? On est bon? On a compris? Donc il faut commencer par le bas. Et le bas, c'est quoi? C'est ces objets-là, les termes du premier ordre. Lui, le père de son copain, cette matrice, la transposée de cette matrice, c'est une fonction, transposition, tel entier, le successeur tel entier, prendre ces choses-là, les analyser, les définir, construire ces objets, construire les termes du premier ordre dans un vocabulaire logique qui se limitera donc à quoi? À des symboles de fonction et des variables. Ça va? Les relations viendront après, ici, pour construire les formules d'ordre 1. D'accord? On vous attend.
1, les termes du premier ordre, avant la logique, on est dans la logique universelle, et 2, on rentre dans le longue conditionnalité, dans le vrai fond à venir, mais qui arrive tout de suite, la sémantique, et on rajoute quoi? Les deux niveaux, formule atomique, ça y est, on interrelation, c'est donc c'est faux, le vrai faux faire pour son présent, et puis on itère avec les connecteurs et les ça va, et on reste français, hein, on peut en 3 temps, les termes, les formules atomiques, les formules. Ça, c'est un monde d'algèbre universelle, ça, c'est un monde proprement logique qui se construit à propos des termes que j'ai mis en. J'ai une lasagne, la couche du bas, la couche du milieu et la couche du haut. Ça va? On comprend? Alors, s'il n'y a pas de question, on va définir tout de suite ces termes du premier ordre en deux petites définitions faciles. Donc, terme du premier ordre. Donc, on a besoin de fixer un ensemble de variables, de fixer un ensemble de symboles de fonction. Donc, définition. On fixe un ensemble de variables qu'on peut compter en bijection avec les entiers naturels, il y en a assez, c'est normal, on appelle V. Et F comme ça, fragment mal calligraphié. Dommage parce que la calligraphie, c'est la belle écriture. C'est une fausse belle écriture. Et F est un ensemble de symboles de fonction F, un ensemble de symboles de fonction. Ce n'est pas des fonctions. Ça sera des fonctions quand on sémantisera, mais là c'est juste des symboles. Un ensemble de symboles de fonction. Je tiens à la distinction. Grand F. On se donne ça. Ok, c'est fixé. Alors, peut-être ici une petite aparté. Petite aparté. Bon. Une petite aparté, parce que vous n'avez peut-être pas rencontré le terme, c'est la notion d'arité. Qu'est-ce que c'est que l'arité d'un symbole? Qu'est-ce que c'est que l'arité d'un symbole? C'est son nombre d'arguments. Ça, il faut le connaître. Donc, une petite notation, notable. L'arité d'un symbole et son nombre d'arguments. L'arité d'un symbole et son nombre d'arguments. Ainsi, on va spécifier, donc V, ça va être des variables, genre, on est d'accord, une variable, ça décrit et ça peut valoir un certain nombre de valeurs, ça n'a pas d'argument, on est d'accord. C'est amené à être substitué, ça va être l'opération substitution, qui va venir dans l'exemple juste après. Ok, aussi une opération basique de la gestion du système. Donc, la variable ne pose pas de problème. Mais dans cet ensemble de symboles de fonctions, on va distinguer quoi? On va distinguer les symboles qui acceptent 0, 1, 2, 3, 4, 500 000 arguments. Et fixer une fois pour toutes ce nombre d'arguments. On ne va pas jouer avec. C'est comme des structures. Hein. Voilà. C'est défini comme ça. S'il y a 3 fils, il y a 3 fils. S'il y en a 2, il y en a 2. S'il y a 3 arguments, il y en a 3. S'il y en a 2, il y en a 2. Donc, un alphabet gradué. Et V,
sera un alphabet gradué. L'ensemble de son F sera un alphabet gradué. C'est un ensemble de symboles, alphabet, gradué. Gradué, ça signifie quoi? Avec une arité, avec un nombre d'arguments, avec un grade, avec un entier qui indique le nombre d'arguments. Donc l'arité, voilà. Ça, un alphabet gradué est un ensemble de symboles. Un ensemble de symboles. Muni, chacun de ces symboles est muni de son arité, de son nombre d'arguments, de son arité. Concrètement, un petit exemple, on va prendre justement quelque chose qui s'appelle grand F, puisque nous on va s'en servir de cette définition de l'alphabet gradué. V n'est pas un alphabet gradué, c'est juste un ensemble de symboles. C'est pas gradué, mais F est gradué. F doit préciser le nombre d'arguments. Je l'appelle justement F. Qu'est-ce que je trouve dans F? Par exemple, un symbole A qui accepte 0 argument, je l'indique. Je l'indiquerai plus bientôt, mais là, dans la définition, quand je définis ce qui sera demain un morceau de mon langage logique, et qui pour l'instant est juste cette alphabet gravé, je l'indique pour ôter les 12. Voilà. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 symboles sur cet alphabet, deux constants, A et B. F qui attendra un argument, G qui en attendra 2, dans leur version, vous voyez, 3, il y a plus récente. H, il en attendra 3, et L en attendra 3. Donc ça rime à rien, c'est des saloperies mnémotechniques, ce n'est pas des objets du langage, bien sûr. Ce qui est un objet du langage, c'est A, qu'on va construire, c'est F de A, c'est G de A et de F de A. Si je ne me suis pas trompé. Avec A d'arrêté 0, F d'arrêté 1, G d'arrêté 2. On est bon? Sauf que quoi, bien sûr, on ne va pas s'arrêter seulement à ces symboles de fonction dans ce qui nous attend. On va bienvenue aux variables aussi. On va aussi ajouter X, F de X, et puis G de A par exemple, et de F de Y. On les mélangera librement, c'est ce qui nous attend dans ces termes de fonction. Ouais, mais j'ai fait un détour et arrêté ma définition pour vous expliquer ce qu'était un alphabet gradué. On a besoin, d'indiquer le nombre d'arguments, même si ici je devrais l'indiquer 1, 0, 1 et 2, mais je ne le fais pas, mais je suis les règles. Ça va? On est bon? Donc ça c'est un alphabet gradué. Voilà. Un ensemble va devenir un alphabet gradué. Tour de passe-passe, deux symboles de fonction f. On est d'accord? Les variables, toujours les mêmes, ici, y, z, etc. Typiquement en minuscules et nombrables. En nombre fini, il est fini. Il n'y en a pas une infinité. Sinon, M. Turing ne serait pas content. Il y en a un nombre fini. Les variables, on peut en avoir autant qu'on veut, mais les symboles de fonction, ils sont définis à l'avance une fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on construit? L'ensemble des termes du premier ordre. L'ensemble des termes du premier ordre. C'est le plus petit temps, s'il vous plaît, là. Le silence, on rentre les conneries, sinon je suis fou dehors. Okay. L'ensemble des termes du premier ordre. C'est ça l'avantage de ne pas être en ligne. De finir dans le parc, effectivement. Profiter des cocots, des vaches, des moutons et aller paître tranquillement pendant des heures. C'est ça l'avantage qu'on on l'oublie trop souvent. L'ensemble des termes du premier ordre est le plus petit ensemble qu'on notera M de FV qui vérifie
une paire de conditions, la base et l'induction, liées aux variables, liées aux symboles de fonction. Le plus petit ensemble, M de FV, ce sont les termes du premier ordre qu'on peut construire à partir de ces variables et de cet alphabet gradé. Ça va? C'est une structure libre, ça n'arrivera pas ce M terrible, mais c'est essentiellement une définition inductive que voici. Deux conditions que voici. D'abord, toute variable est promue, une variable simple dans le premier ordre. V est inclus dans M de FV. Dit autrement, si quelque chose est une variable x, y, z, alors c'est automatiquement mis dans M de FV. C'est la base. C'est pas la seule d'ailleurs, parce qu'ici, dans cette définition, dans cette deuxième ligne, cette induction qui est liée, sur cette ligne qui est liée à f, vous imaginez, qu'est-ce qui se passe pour f? Comment on construit des termes un peu moins triviaux que ces variables? Regardez ce qu'on a fait là-haut. X, il est à droite. Puis on a f de x. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris x, qui était déjà donc un terme de premier rang, dans cette première ligne, et on a fait f de x. C'est quoi? On a pris un arbre, on a pris un constructeur, on a pris un symbole de fonction, et on a collé en dessous un petit arbre. Ça va? Voilà, par induction. Pour f de y, c'est pareil. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait pour g? C'est pareil, on a pris g. Ah ouais, mais regardez quoi? Ah oui, petit a. Petit a, en fait, les constantes, c'est aussi des cas de base. Ça sera dans la deuxième ligne. Les constantes sont des cas de base. Donc la deuxième ligne traite des symboles de fonction. Elles prennent un symbole de fonction, a, f, g, a, tout ce qui est possible. Elles prennent des petits arbres autant que nécessaire et elles les collent en dessous. Ça va? Mais si on est dans un cas de constante, on prend combien de petits arbres? 0. On est d'accord? Donc on le met automatiquement. Donc dès qu'on le prend, dès qu'on prend A ou B, on est automatiquement, donc on est dans un cas de base. Ça va? Ok. Donc si f, n, je le note comme ça, un symbole f d'arité n, là j'ai besoin d'arrêter, se trouve dans grand F. Et moi, que j'ai n petits arbres T1, T2, Tn qui sont déjà dans f de fv, c'est-à-dire qui sont déjà des termes de premier ordre, je peux faire un peu plus grand, je peux prendre un petit truc et mettre le f avec le truc en dessous. Avec le cas particulier que quand n égale 0, je prends jusqu'à constante et automatiquement, elle est promue, terme du premier ordre. On a compris? Oui? Non, peut-être? T1, Tn sont des éléments de M de FV. Alors il faut le mettre au produit cartésien, pour ça qu'il y a un n ici, hein, voilà, parce que chacun d'entre eux en fait partie. Hein? D'accord? C'est ce que ça veut dire. Ça c'est un terme de premier ordre, ça aussi il y en a n. Ok. N, le même que là-bas, d'accord? On a un symbole, structure de données, hein, et par son nom aussi, hein, informatique. F, on a des objets déjà construits dans le langage et dans l'ensemble qu'on construit M de FV, on en construit un plus grand. Alors, c'est ça la conclusion, alors devinez quoi? Qu'est-ce que je mets dans M de FV? Tout son cœur. Qu'est-ce que je mets? Oh! Vous voyez quoi les enfants? F de T1 Tn. On est d'accord, hein? Chacun d'entre eux faisait partie des sous-arbres, on construit un arbre plus grand. Ça c'est la notation non fluorescente, mais c'est strictement équivalent. Ça va? Le N, si vous voulez le mettre, vous le mettez. Hein, voilà, on le met pour que ce soit cohérent dans la définition, mais on passera à la poubelle comme je fais précédemment. Ça va? Dans tous mes exemples, vous voyez, je ne me suis pas ennuyé. Je me suis autorisé. Hein. Vous avez compris? On est bon là, on a compris? Donc il est clair que dès que ben, c'est toujours infini puisque l'ensemble des variables est dénombrable. Donc déjà c'est fini. Même si l'ensemble f est vide, hein, on aura toujours v. Déjà un nombre infini. En général, f ne sera pas vide. Il y aura bien des constants. Il y aura bien des symboles. Par exemple, quand on sera, c'est bon, je peux soit pris comme point très large. Qu'est-ce qui se passe pour l'arithmétique, par exemple? Quand on s'amusera avec Gödel
après Peano, 1899, et avec Gödel, 1931, on s'amusera, dès la semaine prochaine, à approuver les théorèmes de la complétude de Gödel. On s'intéressera à l'arithmétique. L'arithmétique, c'est plus multiplier les antinaturels. C'est ce qu'on apprenait quand on avait 5, 6, 7 ans, quand maintenant c'est plutôt 15, 16 ans, les tables d'addition et de multiplication. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme symbole? On a 0, on a successeur. Ça, c'est un symbole, c'est une constante. C'est un symbole, hein, c'est juste un jeu de langage. Hein, mais ça prend 0 argument. Ça reprend combien? 1, c'est le successeur. 0, 17, c'est écrit successeur, de successeur, de successeur, de successeur. 17 fois de 0. Si on veut jouer le jeu, bien sûr, de cette axiomatisation. Tous les jours, pas seul. Voilà donc des éléments typiques d'un grand F à venir, vous avez compris, hein, avec un symbole constant. C'est pas petit a ou petit b, c'est ce symbole-là. C'est pas F, c'est successeur. C'est pas G, c'est quoi? C'est plus, c'est multiplié. Ça va? Qui sont aussi des opérateurs binaires, exactement comme des G. On est d'accord? Voilà. Donc voilà, typiquement, un morceau de langage, un F donné. Voilà. F arithmétique, c'est égal à ça. 0 successeur plus. Ça va? On est bon? Au moins ça. Peut-être plus, mais pas moins. Sinon, hein, on ne peut même pas faire nos additions et nos multiplications actuelles. Ça va? Pour donner des choses plus. Attention, hein, c'est non sémantisé. C'est des purs symboles. Ça ne fait rien, ça me rappelle quand même des choses. D'accord? Pour donner des choses moins abstraites, qui le sont quand même, mais qui font croire qu'elles ne le sont pas. Faire les choses jusqu'au bout. On est bon. On fait quelques petits exemples de termes du premier ordre. Un petit exercice. Pour vérifier que tout le monde n'est pas complètement en mode plage. On est parti, donc petit exercice d'une minute. Est-ce que ça dort complètement ou est-ce que quand même on arrive à comprendre ce qui est élémentaire, ce que je raconte, jusqu'ici. Exercice, on fixe donc V égale X, Y, Z, etc. Je dirais les minuscules. On va mettre plutôt des XI, comme ça c'est moins con. Comme ça on fait XI, supérieur égal à 0. Ça va? Voilà, comme ça c'est bien dénombrable, c'est bien un exemple propre, qui ne sera jamais le cas chez moi, vous avez compris, parce qu'on est en de dynamique, c'est ça. On fixe ça, et on fixe là. On fixe ce truc-là. Et on demande, exercice, quels sont, parmi les objets syntaxiques suivants, qui sont des objets, des suites de symboles, des chaînes de caractères, si vous voulez. C'est ça aussi, c'est des chaînes de caractères, c'est des mots qu'on dit. C'est le terme théorie des langages, des mots, des chaînes de caractères pour les informaticiens, des objets syntaxiques, qui sont ceux qui appartiennent dans le terme du premier ordre à n de f. Et dans ce cas seulement, dans le cas où on a affaire à des termes du premier ordre, construire leur arbre de syntaxe extraite. Leur arbre de syntaxe. Alors, on est parti.
des x. C'est des x ici. Ça c'est simple. x3. Il suffit de lire pour y répondre en temps réel. Donc, ouvrant fermante, epsilon c'est le mot vide, f de x2, petit a de a de x3, k de c, x1, h de b de x1, x2, x1, x1, et le groupe x1, x2. Là-dedans, quels sont des termes de premier ordre? Les éléments de f de f. Et pour cela, on dessine un arbre de syntaxe abstraite. À de boulot. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personne n'a trouvé? Et vous voulez tous avoir des dettes jusqu'à la logique, jusqu'à la fin de vos jours? C'est ça le but du jeu? Allez, je vous donne ce nom-là. Allez, 8 fois 10 secondes. 80 secondes. 1, 2. Allez, tout boulot, it is trivial. Ça s'est bien passé le test d'anglais? Comment on disait trivial en anglais? Bravo. Les enfants n'arrivent pas à me lire. Bon, on se bouge là. Ouvrant fermante, epsilon de mot vide, f de x2, a de a de x3, k de c, x1, h de b de x1, x2, x1, x1, le groupe x1, x2. Oh! Si on le trouvait dans des trucs comme ça, qu'est-ce que ça va être quand on fera le dernier chapitre? Ouais, comme on va assez vite, avec un peu de chance, on fera la hiérarchie. Monsieur, Très amusant. Très amusant. monsieur, dans votre grand F, il y a un F ou pas? Parce que je comprends pas, c'est quoi l'avant-dernier symbole? Pardon? L'avant-dernier symbole, c'est un F ou un H? Ah, la douleur. Tu vois pas l'espèce de. Tu vois là? La tentative, ça, pour indiquer quoi? Un H? Ouais. Ouais, bah je sais pas. Après, il y a un F là-bas et j'en vois pas d'autre. De F. Et alors, c'est comme ça? D'accord, donc il n'y a pas de. Ah. Très bien. Ça, le F, c'est un F, bien sûr. Hein. Ça, on est bien d'accord. Le mec, il a rêvé. Qu'est-ce que je te dis? S'il s'est trompé, il a ripé sur le clavier, ça arrive. Voilà. Alors évidemment, après, voilà, c'est l'insulte. Hein. C'est rejeter la compilation. Ça arrive. Des nouvelles de la compilation. Non, mais si vous avez des questions, vous me demandez, sinon vous faites vite fait, parce qu'on ne va pas s'asseoir non plus. Hein. La matinée peut-être, mais pas la soirée. Hein? Ah, il y en aura? C'est lourd, ouais, mais bon. C'est la saison. Saison des pluies, non? Mais ça, c'est que le monde, ça y est, c'est leur saison. Alors, qu'est-ce qu'on me trouve de beau? Que dalle. Que dalle, monsieur. Voilà, que dalle. Ce mot, que dalle, pareil. Qui c'est qui les a tous faits?
Là-bas au fond. Oh, anti-jeu, c'est ça? Anti-jeu? Mademoiselle, votre fait? Je sais pas si c'est bon. Parce que je pense j'ai bien l'impression que tu ne trompes pas la masse. Je pense que c'est assez simple. Honnêtement, c'est assez bien. Sur le petit A, bon, ça ne marche pas. ABS, c'est une connerie. Le grand fermant aussi, le mobile aussi. le mobile, c'est pas un... Non. Ah, brevet, il va exister. Mobile, il va exister. Mais pas dans. C'est pas au programme de parce que si tu regardes la définition, tu vois que tu ne construis jamais un mobile. Tu construis toujours un objet, tu vois, pour les constantes ou les variables. Et aussi plusieurs objets, au moins un pour pas l'induction. Donc, oui, il n'est pas prévu. Et ouvrant le fermant, c'est pareil. Quand on coupe, c'est bien. Donc, quelque chose qui a du sens, sens mathématique, qui se trouve habituel, métamatique, c'est pas différent. C'était zéro. Je fais de telle sorte que je vais la j'imagine. Bon, bah écoutez, on est sauvé par l'hémisphère sud. Donc, l'hémisphère sud 1, l'hémisphère nord 0. Je dirais les matchs de rugby, tu vois. Sauf qu'elle n'est pas taillée, on ne dirait pas, mais quand même. On est 22 d'un côté, elle toute seule de l'autre, et c'est déjà laissé transformer. Et ouais. Lui, peut-être, va faire quelque chose pour sauver, parce que les autres, c'est pas la peine. Ah ouais. Ouais, il se rétablit grâce à vous avez le score. Non, les autres n'ont pas besoin. Bon, allez, je vous corrige tout ça. C'était facile pour ceux qui suivent, évidemment. Pour les autres, ça va être aussi, n'ayez pas peur. On est parti. Ce qu'il faut avoir sous les yeux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir sous les yeux? La définition. Qu'est-ce que c'est que le M de FV? Qu'est-ce que c'est que ce sympathique ensemble défini par induction? Je vous ressors là Stefano Borini et son sympathique théorème de point itération à partir de l'ensemble de lignes pour construire comme ça cet ensemble. On construit quoi? On construit d'abord les variables et les constantes en 0 étape. Et puis ensuite on itère. On fait avec des arbres de hauteur 1. On aura petit a de quelque chose, petit f de quelque chose, petit g de 2 machins, etc. Et comme ça, à la limite, vous voyez, on obtient l'ensemble infini de tous ces termes du premier ordre. Alors, qui contiennent quoi? Est-ce qu'ils contiennent ouvrant ou grande fermant? Bien sûr que non. Pourquoi? Reprenons la définition. Si j'ai pas ça, je me cuise. Non, c'est là-haut, ça va. C'est un autre exemple. Alors, on a d'une part un truc comme ça, V, inclus dans M de FV. Ça va? On est bon? Toutes variables. Par exemple, le x3 là, ou le x1 ou le x2 sont des termes du premier ordre. Ça va? La question c'est ensuite, est-ce que faire A de x3, ça en est tout droit? Est-ce que prendre le couple de deux termes du premier ordre, ça en fait un? Vous comprenez, hein? Vous voyez, vous montez par induction comme ça, des petits objets. Ça va être gagnant pour le A de x3 parce qu'on a préservé l'arité de A et A. Ça va être perdant sur la droite parce qu'il n'y a nulle part quelque chose qui est la composition, hein, l'inverse de la projection, qui dirait, au produit cartésien, hein, que comme vous avez deux termes, ça fait un terme. Non, c'est pas que le programme. Qu'est-ce que c'est le programme? Des variables. Et puis le deuxième, qui dit quoi? Si il y a un symbole, alors vous remarquez tout de suite, hein, c'est quoi? C'est que la première ligne, elle vous met des variables, elle ne vous met pas des grandes fermantes. Désolé. La deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle vous met? Elle va vous mettre une construction avec le F. Donc le grand fermant, vous voyez qu'il est pas au programme. Ça va?
Or, comme la définition inductive, elle est le plus petit ensemble qui vérifie blabla, il n'y a que ce qu'on atteint et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il faut être défini par les deux règles, et ainsi et seulement si. Dire plus petit ensemble, c'est la manière à la Tarski et théorème de point fixe de si et seulement si. C'est pour être plus explicite et dire que c'est le plus petit des ensembles qui vérifie ça. Il y a plein d'ensembles qui vérifient ça. Si vous prenez le point d'interrogation, si vous prenez A du point d'interrogation, ça va pouvoir utiliser effectivement une règle, c'est pas le plus petit ensemble, vous comprenez? Évidemment, c'est pas le plus petit ensemble, parce que celui-là, il n'est pas prévu au programme. Donc à l'intersection de tous ces ensembles où il y a des monstruosités, vous trouvez le seul et le vrai, celui qui est le si et seulement si. On est bon? Voilà. Donc, je reviens ici, je vous redonne la règle et ensuite on va vite fait dégager tous ceux qui ne sont pas dans les termes du premier ordre. On prend donc un symbole de fonction d'arrêté n, on prend des arbres n qui sont déjà directement des termes du premier ordre, okay. T1, Tn, qui sont déjà construits, c'est pour ça que c'est le côté bottom-up, ouais, mais effectivement, on va rajouter la rampe, Fp, puissance n sur le produit cartésien, et alors, on construit bien un nouvel objet qui, sous sa forme linéaire de syntaxe concrète, se notera. Avec le n, je fais sauter par du langage, on a dit, on fera sauter. Je le mets pour la définition, pour comprendre que c'est le même. Et n. Et à ça, on associe la construction que voici. T1, Tn. Les arbres sont des triangles, ici leur racine là est leur feuillage, racine du feuillage. Vous avez ici n arbres, vous avez ici une certaine hauteur. Ici, la construction avec quoi? Un nouveau sommet et n plus, et de hauteur n plus. D'accord? Alors qu'est-ce qui vient tout de suite? On va corriger donc nos sympathiques aberrations. C'est beaucoup d'aberrations quand même. Le mec il avait vraiment enregistré sur le clavier, il y a peu de chance. C'est vrai. Nous, on fait un petit perdu parce que comment il faut qu'il y ait un truc à bouffer, soit la variable, soit le petit f qui est bas. Le mot vide propose des formes théoriques des langages formels. Le mot vide, pareil, il n'est pas prévu au programme parce qu'on écrit toujours quelque chose, le mot vide n'est pas prévu. Le f de x2, ben, le f de x2, est-ce qu'on respecte x2? Il est bon. x2, il est bon. En bas, on est un terme du premier ordre. Mais le f, le coco, il a rêvé. Le mec, il a rêvé. Il s'est trompé juste de démontrer. Le petit a, il a continué à rêver, mais ça tourne au cauchemar parce qu'il fallait un argument. Le A de A, il a rêvé parce que c'est le même problème ici là. Celui-ci, on peut le construire. On va construire A de x3. Ça, c'est un terme du premier ordre, et A qui prend un argument, les aussi, en deux étapes, vous voyez la preuve, c'est égal. Celui-ci, on va le construire, j'ai l'impression que ça marche. Il y a le K qui est là, le C qui était d'arrêter les 0, ok, le X1. Pour l'instant, c'est bon. Je ne garantis rien, mais j'ai l'impression que. Oui, monsieur. Ouais. Le cas, il n'y a pas deux arguments. Ah, vous en avez mis trois. Ah, voilà, c'est une erreur. Ben voilà. Ben voilà. Encore rêvé. Encore rêvé. Effectivement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est deux. Il est bon, il n'est pas bon celui-là. Il n'est pas bon? Parce que ça, c'est un terme du premier rang, ça, c'est un terme du premier rang, mais il n'y a jamais écrit que prendre deux termes du premier rang et en faire un couple, c'était un terme du premier rang. Ça va? Donc celui-là aussi, pas ça. On est bon? On a compris? Donc les seuls pièges réels, c'est ça, qui a du sens, mais qui n'est pas un terme du premier ordre, on est bien d'accord, hein? Ça aussi, mais c'est déjà un peu plus grossier parce que honnêtement, c'est un peu hors sujet. Vous comprenez, c'est pas les termes du premier ordre et c'est un peu hors sujet. Par contre, effectivement, dans le discours, je dirais, prenons un couple de termes du premier ordre. Oui, d'accord, mais un couple de termes du premier ordre, c'est pas un terme. Ça va? As-tu les vendu? Ok. Donc vous avez compris. Alors maintenant, les interprétations qui nous attendent, c'est quoi? Ici, un objet du domaine. Et ici, quoi? Une fonction qui prendra cet objet du domaine pour envoyer un autre objet du domaine. Ça va? Et de manière générale, vous avez compris, toutes les fonctions, c'est ça. Les constants, c'est des cas particuliers. On interprétera C dans une structure interprétation ou réalisation de données de ce langage comme 17, 19,
3, 14, 15, 92, etc. Si on est dans les réels. 2, 17 ou 14 si on est dans les entiers. La chaîne de caractères ABCD si on est dans la chaîne de caractères. La matrice 1, 2, 1, 4 si on est dans la matrice de 2, etc. D'accord? Ça, une constante. Ça sera une fonction d'arité 1, d'arité 2, d'arité 3 et d'arité 2. On est bon? Ça va? Donc vous voyez, c'est très simple. Ce sont finalement des structures de données. C'est ça qu'il faut comprendre. Information incomplète. Structure de données, parce qu'on a des choses ici qui indiquent qu'est-ce qui se passe. Et information incomplète, pourquoi? Parce qu'on a les variables. D'accord? D'un point de vue concret, informatique. On est parti donc. Si tout le monde a compris ce qu'étaient les termes du premier ordre, ils vont pouvoir décrire comme ça tous les objets d'un domaine donné. Oui, vas-y. Si on a les parenthèses dans grand F, est-ce que mais non, on n'a pas les parenthèses dans grand F, la douleur. Les parenthèses, c'est ailleurs que ça se situe, vous avez compris. C'est le jeu de syntaxe linéaire avec parenthèse, syntaxe arborescente sans parenthèse. Ça va? Donc moi je veux pas toutes ces définitions qui vous disent on s'autorise les parenthèses. Non. Les parenthèses, c'est un truc auxiliaire parce qu'on n'a pas accès aux structures de données. Vous comprenez? C'est dans ce passage-là qu'on paye le prix. C'est tout. Je veux pas le jeu de. Et on a le système de parenthèses comme s'il faisait comme ça, comme si on faisait de cheveux sur la soupe. Ça va? Parce que pour moi, la soupe, elle est d'abord arborescente. Bien sûr qu'on a des parenthèses quand on écrit, la question n'est pas là. Mais pour moi, je préfère voir ça comme les objets, finalement, primitifs, dont on est obligé, pour les conventions habituelles, de rendre compte de manière linéaire et non arborescente. Ça va? Sur toutes les définitions de presse, vous trouvez que vous mettez à côté des vrais symboles, les systèmes de parenthèses, pour réussir à prendre des trucs ici. Je suis d'accord, mais quand même, il faut quand même pas exagérer. Ça va? C'est-à-dire qu'elles sont à notre niveau. Bien sûr qu'elles sont là, mais elles sont à notre niveau. C'est ma manière de voir les choses. Ok? Quand on paiera le prix du codage, quand on sera codage, bien sûr qu'on paiera le prix des parenthèses. Bien sûr, on paiera le prix de tout. On passera à la caisse et on comptera tout. Bien entendu, tout nous sera compté. Pourquoi? Parce qu'on travaillera sous cette forme-ci, pas sous cette forme-là. Mais quand on raisonne de la manière ici la plus basique et la plus logique, la plus élémentaire, je préfère faire abstraction et mettre ces parenthèses de côté. Ça va? Sinon, justement, on construit des monstruosités comme ça, et on s'étonne, on construit des monstruosités, et après on se dit merde, comment j'ai fait, comment je m'en débarrasse? C'est du délire, vous comprenez? Voilà, je peux faire parler. On est parti? C'est pas la pause encore? Pas encore. Combien il me reste de temps? 20 minutes? Ok, donc on va faire juste un petit. Parce que je préfère le faire maintenant, finalement, que tout à l'heure. Construire vite fait, parce que c'est facile comme tout, ces formules atomiques dans leur généralité. Et après la pause, s'intéresser à un truc technique dont malheureusement on ne peut pas se passer, qui sont les variables libres, les variables libres. Parce qu'ici, il n'y en a pas. Mais dès qu'on a des pourtours et des existent, c'est un joyeux merdier. Et à la fois, c'est très simple, quand on a compris les règles du jeu, on peut même en faire presque abstraction, jouer entre nous et nous-mêmes en comprenant de quoi on parle et en étant au niveau de la morphologie de la syntaxe libre, mais encore faut-il s'entendre sur les termes et maîtriser ce qu'on essaie de faire tout à l'heure, contourner la bureaucratie syntaxique tout en l'utilisant, en la comprenant, mais en ne s'apesantissant pas trop dessus. Je pense que bureaucratie syntaxique, c'est une expression que j'arrive à dire. Ça dit bien, c'est comme ce système de parenthèses, il y a des ennuis, il y a vraiment suivre les règles, mais ne pas s'y arriver. On est parti donc pour définir là dans le peu de temps qui me reste ce que sont les formules atomiques et les formules du premier ordre, même si après, on ne va pas sémantiser quoi que ce soit, on va rester sur ces problèmes de syntaxe, de morphologie, et on va définir les occurrences scriptorialisées. C'est pas difficile, mais ça nous fera des petits exercices et des petits algorithmes tout à l'heure à faire ensemble après la pause. On est parti donc pour une définition. On introduit maintenant
Alors, reprenons le fil. Hein. Ça y est, on débouche de plein pied dans le langage logique qui comprend les variables, les symboles de fonction, et devinez quoi, maintenant les symboles de relation. On va appeler le petit p de tout à l'heure. Ça va? On va rajouter, étant donné. Alors quoi? Un ensemble de nombres de variables. Toujours pareil. Un ensemble de nombres de variables V. Un alpha dégradé de symbole de fonction F, de symbole de fonction et qu'est-ce qu'on rajoute? Un alpha dégradé de symbole, donc après les fonctions, un alpha dégradé de symbole de relation. Ouais. Donc voilà typiquement les connecteurs, je les laisse comme souvent implicites, je pourrais les expliciter. Hein. Les connecteurs que je prendrai, hein, ça sera la réplique, le et, le ou, la négation. La double équivalence n'est pas vraiment primitif, c'est l'abréviation de construit, hein, de la conjonction de l'indication. Il reste à rajouter le il existe et le poursuit. Ça va? On garde les mêmes que précédemment, on rajoute il existe pour tout, si on veut vraiment être complet. On ne va pas les utiliser tout de suite. Mais juste à la ligne d'après, là, vous avez donné, c'est formule atomique, donc il n'y en a pas. Et la ligne d'après, évidemment. On définit, donc ça c'est étant donné, tous ces trucs-là. Étant donné donc, ces trois ensembles, là, on a essentiellement rajouté les compris, hein, les symboles de relation. C'est le petit p tout à l'heure. Ce qui nous attend, c'est ça quand même. Hein. C'est le pair de x et de y. On va dire que x et le pair de y. Ça va? Et ça, c'est trop concret. Ça va être P de XY. Et puis P, j'interprète comme je veux, vous comprenez? Donc, vous imaginez, vous, votre modélisation du monde qui va prendre un prédicat, d'où le nom. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, c'est devenu le calcul des prédicats. C'est des prédicats. Un prédicat, une relation comme ça. Le prédicat, en fait, au sens strict, il s'appliquerait sur un argument, bleu de pyramide, rouge du sweatshirt et grand de Toto. C'est-à-dire que le Toto est grand, que la pyramide est bleue, que le sweatshirt est rouge. Vous voyez, on asserte, on affirme une qualité de cet objet à travers un prédicat, à travers ce prédicat. On généralise. Ici, un prédicat d'adapté 2, qui est encore très concret, qui fait référence à une sémantisation qui est que x sera le pair de y. Et là, ça y est, on est parti depuis Herbran dans l'image, et on est avec des symboles. Les symboles, vous avez compris, hein, vide de sens, mais avec une spécificité comme l'utilisation. Lui, il est un symbole de relation, il est d'arrêté 2. Ça va? Comme A, il était d'arrêté, etc. Et on ne peut pas permuter, on ne peut pas jouer comme on veut. Il y a les symboles de fonction, à part, avec leur arrêté, définis chaque fois qu'on fixe ça. Et de la même manière, après on n'interprétera ça comme on voudra. Ça pourrait être une relation d'égalité entre les entiers, ou que l'une matrice est la transposée de l'autre, j'interpréterai comme je voudrais, on est d'accord. Mais là, en ce moment, je fixe quand même quoi? Le nom et l'arrêté. Ça va? Non. Et on construit, vous avez quoi les boîtes de base? Les boîtes, c'est quoi? C'est un de ces symboles de relation avec quoi? Le bon nombre d'arguments. C'est tout ça, tout ça. Donc c'est même pas inductif. C'est même pas inductif, ça se fait en étape. Donc on définit l'ensemble de quoi? Des formules du premier ordre atomique, des formules. C'est plus joli quand même en français, atomique du premier ordre, hein, même si c'est vrai qu'elles sont des formules du premier ordre atomique. C'est plus quand même joli de dire comme ça. Des formules atomiques du premier ordre.
comme étant, si on efface mon petit étoile vidéo, comme valant. On va noter un F dur, comme ça, il peut grand A. On va appeler grand F dur, c'était le F0, c'était l'ordre 0. F1, ce sera les formules d'ordre 1 dans leur totalité, comme valant. Cet ensemble-là, FA. Et là, vous directement l'écrire, il n'y a pas d'induction. Vous prenez quoi? N'importe quel symbole de prédicat qu'il y a dans le grand R, le bon nombre d'arguments, vous mettez quoi? Vous farcissez avec quoi? Vous passez au four, avec des termes de première. C'est donc P de T1 TL, c'est l'ensemble des P de T1 TL, avec toute liberté, vous avez compris, hein? P N appartient à R. Là je le garde, là je le fais sauter, vous avez compris, hein? Par accident de notation, c'est le même. Hein? Donc, si vous voulez, vous le mettez là, pour être cohérent dans la définition, mais ensuite on le fait sauter. Ça va? Vous prenez quoi? Un de ces symboles-là, l'arrivée N, et quoi? Et des termes du premier ordre. Chacun des TX, c'est un terme du premier ordre. Vous avez une relation NR entre ces objets-là. Ouais. Et sont des termes du premier ordre. R sert ici à choisir le prédicat. V et F permettent de définir les termes. Voilà pourquoi on a fixé ces trois ensembles. Vous voyez, ce n'est pas inductif. Hein. Il n'y a pas des niveaux. Il y a des objets qui peuvent être n'importe lesquels décrits par les termes du premier ordre et qui sont en relation. Donc pour reprendre l'exemple précédent, l'exemple précédent. Continuation de l'exemple précédent. Continuation du précédent. Qu'est-ce qu'on avait? On avait fixé. Vous avez les données par le mais on rajoute, on fixe à présent, on fixe, joli, on fixe à présent. On va pas se casser la tête, hein. R est égal à quoi? Un prédicat 0R, qui sera finalement plus tard interprété comme une formule booléenne, pas le choix, puisqu'il contient un argument, vous comprenez, ce sera choisi au four. Un prédicat unaire qui prend un argument Q. Un autre qui est pas, vous voyez, une autre relation unaire. Hein. Ça, par exemple, c'est être grand de plus de 1m70. Mais c'est déjà sémantisé parmi les étudiants. Hein. Donc en réalité, vous allez voir ce que ça donne la sémantisation. Ça vous choisit des choses vraies et des choses fausses. Et ça vous en choisit aussi des choses vraies et des choses fausses d'un argument, d'un ensemble donné. Ici, c'est sur les couples, ici, c'est sur les triples. P, Q, R, S et I. Qu'est-ce qu'on a dans? Voici des exemples d'éléments de quoi? De F de A, avec le V et le F de tout à l'heure, j'ai rajouté ce R là, et maintenant je peux construire les formules atomiques. Alors, on va dire que je ne veux pas qu'on me prenne les pieds dans le tapis, Q avec X1. J'avais X1 tout à l'heure, hein. Forcément, je vous ai noté en Q de X1, c'est bon. Vous avez aussi quoi? Vous avez aussi R de X3. Ça c'est sûr. Vous avez aussi quoi? Vous avez aussi, qu'est-ce que j'avais d'arrêté 1? Petit a était bizarre, petit a, comme son nom n'indiquait pas, était d'arrêté 1. C'est ça, hein? On aurait par exemple A de X2. Ça, c'est un terme de premier ordre.
Ça, c'est un terme de premier rang, ça va. Et Q accepte un absent. Donc on est bon. On est bon? Il y a un dernier plus compliqué. Oui, de quoi? K, c'était l'arité 2, c'est ça? Je crois, hein? Ça. Oui, ça, voilà. Et puis, l'arité 3. Ici, il y a. J'ai des constantes ou pas tout à l'heure? C'est ok. Et puis ici, on va mettre. On doit être bon. Parce que ça, c'est un terme du premier rang. Ça aussi. Ça et ça aussi. Ça fait 3 termes du premier rang. Ça va? Donc des boîtes élémentaires qui tout à l'heure seront vraies ou fausses. On est d'accord? On devra fixer une interprétation des étudiants. Voilà. Les constantes, ça c'est celui-ci d'étudiant. Les fonctions qui mystérieusement prennent 2 fois le même étudiant pour envoyer gros, on ne sait pas. Je ne précise pas, mais on sera obligé de préciser, parce que c'est le voisin de droite, le voisin de gauche, ça dépendra des étudiants. Et dire, hein. Et du coup, la relation est vraie entre cet étudiant-ci, celui-ci et celui-ci. Il y en a une qui est une variable, c'est normal, qui n'est pas fixée, les autres sont fixés. Donc des fragments, hein, pas des formules complètes, hein, avec tous les quantificateurs, tous les fragments, comme quand vous écrivez du code I++, si vous avez I, vous savez ce que vous voulez plus, d'accord? X reçoit 3 plus Y, si vous connaissez Y, vous avez X. Là c'est pareil, si vous connaissez ce qu'est X1, sur une principe, et que vous êtes dans une interprétation donnée, c'est ça qu'on fixera d'abord, où effectivement ici ça va être les entiers et les plus grands de 14, et ensuite vous verrez si effectivement ce truc-là est vrai de telle ou telle valeur de 19, de 8 ou de 375. Ça va? Vous verrez par exemple, est-ce que la formule, pour tout x1, voilà, plus de x1 est là, ou bien celle-ci qui sera effectivement un peu plus loin. Ça va? Vous avez compris? Donc le jeu de la vérité peut être amorcé. Mais c'est normal qu'ici, il n'y ait pas de quantificateur et qu'on ne soit pas toujours en mesure de décider, si on n'a pas ce qu'on appelle l'environnement, la valeur des variables, si c'est vrai ou pas. C'est normal. Ça va? C'est comme vous écrivez x plus y. Vous n'avez pas l'environnement qui vous donne des valeurs de x et y, c'est normal. Vous voyez que ça aura du sens une fois donné l'environnement. D'accord? On est bon? On comprend? On vient de définir les formules atomiques. On peut passer par induction maintenant. La moulinette habituelle de tous les connecteurs et des deux quantificateurs aux formules du premier ordre dans la totalité. C'est bon? Après je fais la clause. Donc une autre définition. Toujours pareil, étant donné V, F et R comme précédemment, étant donné V, F et R, tout ça, ça fait un langage logique, ça finalement. À condition qu'on se mette d'accord sur quels sont les connecteurs et quantificateurs qui restent implicites chez moi. Ça y est, le langage logique, il est totalement. L'ensemble des formules fondamentales, c'est plus seulement une atomique, mais dans la totalité. Et le petit ensemble, on va noter par analogie avec F0, F1. F0 c'était les formules d'ordre 0. F1 c'était le noyau qui allait nous permettre de construire F1. Qui vérifie? Alors c'est quoi les règles à votre avis? Vous pouvez le faire tout seul. Hein? Vous avez c'est quoi la base de l'adduction? Qu'est-ce qu'on a? Les objets les plus simples peuvent être des formules
premier ordre. Comme son nom l'indique, c'est les formules atomiques. Elles sont atomiques, insécables. Dès qu'on coupe, on tombe dans des termes du premier ordre avec une relation. Voyons, on a une formule. C'est le niveau le plus bas. D'abord, on va voir donc ce là. On le met d'office dans F1. Ça va? Si une formule, si un objet est une formule atomique, alors c'est promu en formule. En particulier, ça peut être contre-intuitif, mais les objets, c'est ce que je disais tout à l'heure, petit a, ça. Dans un monde moins délirant, on pourrait régler de x, une notation moins stupide, avec des x et des y, de ça, de PQR pour prédicateur. Cette chose-là, c'est bien, c'est non quantifié, mais c'est bien une formule du premier ordre. On ne l'utilisera pas, en tant que plus haut niveau, au top level, pas tant que ça, parce qu'elle n'est pas close. Vous voyez, elle est des variables libres, mais si elle n'est pas quantifiée, ça ne vous plaira pas des masses. Au top level, on demandera ce que ce soit quantifié. Mais de fait, si on vous demande est-ce que ça c'est une formule du premier ordre, la réponse est oui. Pas de choix. Maintenant, dans l'usage qu'on en fera, ça sera assez restreint. C'est comme X, I++, comme élément de programme c'est bien, comme programme c'est pas top. Sauf que là c'est un programme si on veut, c'est une formule. Mais c'est quand même pas top au niveau du raisonnement, parce qu'on ne sait pas comment c'est quantifié. C'est pas génial. Donc je demanderai très vite, quelle que soit la sémantisation de ça, je demanderai très vite qu'au niveau des résultats qu'on attend, on ait des formules closes, justement, sans variable libre. Là, la variable est libre, elle est déclarée par. Il suffit à déclarer préfixé par aucun quantificateur. Ça va? Je demanderai pour un niveau clair. Ça va? On est parti. Donc, il n'empêche, ces objets-là, c'est les briques de base, vous avez compris. Normalement, on va rajouter quoi? Les interconnecter à travers des connecteurs et des quantificateurs. On est parti. Donc si phi 1 est dans F1, laquelle on peut mettre directement sa négation. Vous avez compris? Donc on retrouve le jeu de tous les connecteurs qui permettent de clore comme ça. On les met tous. Donc, il faut faire un cas à part pour le connecteur. Le seul connecteur binaire, là on peut faire passer, puisqu'on est purement morphologique, tous les connecteurs binaires ensemble. C'est juste à faire le contrôle des arbres, c'est pas encore de sémantiser. On en prend deux, et on peut construire phi 1, connecteur binaire phi 2. Ok? Avec quoi? Étoile, ça appartient à quoi? À le U, le et l'antique. L'équivalent n'étant pas compté comme primitif, mais comme un objet décomposable en primitif, c'est-à-dire une sorte de macro-instruction qu'on peut expandre, expanser, remplacer. Et qu'est-ce qui nous vient ici? La nouveauté par rapport à l'ordre 0, c'est wow! Dernier réveil avant qui est la fonction, la valeur de la fonction. Que là, la fonction est à l'intérieur, la fonction. Ils sont tous cachés, vous avez compris, ils sont cachés dans les termes du premier rang, vous ne les verrez plus passer. Là. J'ai fait l'abstraction. Dès que vous êtes passé avec la relation sur les objets, vous ne voyez plus passer. Vous voyez que du vrai et du faux. Vous avez dit où étoile appartient à quoi? Vous avez écrit? C'est quoi? Ouais. C'est quoi? V, 1 implique, mais je sais pas. Il y a une virgule? Ah, mais c'est des. Mais oui, c'est les trois habituels, le U, l'implique et le et. Ah non, c'est spécial dans mission. Spécial page. Non-stop. Non-stop. Je rêve. Non, mais il faut attribuer ça à la moiteur de l'atmosphère, au SARS-CoV-2 qui commence à brouiller les neurones, beaucoup de causes. Une enfance difficile, enfin vous imaginez, je passe par. Qu'est-ce qui nous manque? La pause, le quantificateur. Voilà, qui dort intelligemment, dans son demi-sommeil, c'est très bien, c'est super. Dormir, mais en comprenant, c'est idéal. Et dans le silence le plus complet. Ce qui n'est pas le cas, ça ne va pas de côté, mais c'est pas le cas. On est d'accord? Quantificateur, on les introduit, c'est bon?
Donc si. Alors, la liberté qu'on va voir tout de suite, pour pas que vous soyez surpris par la définition. Quand j'écris ce truc-là, qu'est-ce que j'avais comme. J'en avais un tout à l'heure, ah, c'était pas fait, je l'en fais, était d'arrêter 0, si vous vous souvenez bien. Non? Oui, c'est d'arrêter 0. C'était qui d'arrêter? C'était Q, c'est ça? Oui, c'est ça. Le P était d'arrêter 0. Il ne va pas falloir vous étonner que je puisse quantifier librement, vous pouvez faire tous les codes que vous voulez pour qu'ils soient syntaxiquement corrects, c'est pareil. Je vous avais un il existe X tel que P. Ou bien pour tout Y plus de X. Vous avez compris, hein, le jeu est indépendant. Je serai toujours capable de donner du sens à tout ça. Ça ne sert à rien, bon, c'est quantification. C'est aussi bête que ça. Ça aura exactement les mêmes propriétés en termes de vérité que l'existe XP, exactement les mêmes. Et ça, pour tout Y plus de X, évidemment. C'est un grand coup d'épée dans l'eau, mais si vous voulez, allez-y, vous pouvez. Ça va. Donc, on décorrèle complètement la formule ici et la variable qui va quantifier. En général, bien sûr, les seules choses qu'on a intérêt, c'est de mettre un pourtour ou un existe devant X, hein, devant ça. On est bien d'accord. Et si le mec veut mettre un existe Y ici ou là, il est vrai. Donc on est parti. X, c'est une variable de grand V. Alors, on va autoriser quoi? Qx phi 1 avec Q qui sera pour tout où il existe. Voilà, on peut quantifier. On peut faire pour tout x phi 1 ou il existe x phi 1. Pour toute variable, pour toute formule. Ça va? Q c'est une métavariable. Une métavariable qui vaut soit pour il existe, soit pour tout ça, ça fait les deux pour le prix. C'est comme là, là c'est une métavariable. C'est bon? On est bon? Voilà, on a compris. Fais la pause. 3, 4, 5, 6, 7, 8,